Bonjour à toutes et à tous. On va encore attendre 3 minutes maximum et puis on va démarrer parce qu'on a un agenda qui est assez chargé. Bonjour. Demander. C'est ce que... Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on va démarrer comme il est 8h32. Je m'appelle Paul-Emmanuel Huet, je suis le directeur de PEFC France. On est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire PEFC RAID 2. Quelques aspects logistiques avant qu'on démarre. Merci à tous de couper vos micros, étant entendu que on est nombreux ce matin. Normalement, vous êtes plus de 350 à vous être inscrits. Voilà, il faut vraiment que chacun coupe son micro pour éviter toute interférence. Vous dire également que ce webinaire, il va être enregistré. Il est enregistré. Voilà, donc vous recevrez tous le lien pour accéder au replay, voilà, après le webinaire. Et puis, on vous enverra également une synthèse des questions et des réponses qui pourront être posées dans le cadre de ce webinaire, parce qu'il n'est pas certain qu'on arrive à répondre à toutes les questions. Et il nous paraît important, voilà, de faire cet exercice post-webinaire de synthèse, voilà, auquel vous aurez également accès. Par rapport aux questions, et comme on est nombreux, on ne va pas pouvoir prendre des questions au fil de l'eau. Ça ne serait pas possible en termes de gestion du temps. Une règle qui est relativement simple, nous vous invitons à poser vos questions et toutes vos questions dans le chat. Normalement, vous êtes tous coutumiers de comment ça fonctionne. Vous avez donc un onglet conversation, ce qu'on appelle le chat, et on vous invite à poser toutes les questions que vous avez dans le cas du chat au fil de la présentation. Ces questions seront toutes voilà, collectées, archivées, et on aura un temps de questions-réponses à deux moments dans le webinaire. Un premier d'ici 15-20 minutes, où on prendra quelques questions. Et puis un dernier temps de questions-réponses à la fin. Ces deux temps de questions, nous, on va collecter les principales questions qui nous paraissent importantes. Et voilà, plutôt que chacun repose sa question, on reformulera les questions au niveau de l'équipe PEFC France. Et les différentes personnes qui pourront répondre vous apporteront les différents éléments de réponse. Voilà. Donc, par avance, nos excuses de ne pas pouvoir répondre à tout, mais voilà, c'est vraiment pour optimiser la gestion du temps. Et encore une fois, nous reviendrons vers vous après le webinaire avec ces différents éléments. Et sans être trop long, et pour terminer mon introduction, euh, vous dire que PEFC est très honoré, voilà, de pouvoir faire ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire, il couronne aussi 2 ans de travail avec nos collègues de PFC International pour être reconnu comme schéma par la Commission européenne, comme schéma PEFC RED 2. Voilà, c'est un travail de quasiment 2 ans. Et pour nous, PFC, c'était important de pouvoir mener ce travail. Comme on aura l'occasion de le rappeler, c'est le travail de s'aligner sur RAID 2, c'est un travail qu'on a souhaité faire
en complément de notre activité de certification de gestion forestière. Et ce travail, il a vraiment été mené pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos entreprises déjà certifiées PEFC et qui ont une obligation de se conformer à la directive RED 2 dont on va parler aujourd'hui. Voilà. On a eu un certain nombre d'entreprises qui nous ont dit on est déjà certifié PEFC, demain on va être tenu de respecter la directive RED. Est-ce que PEFC peut nous accompagner sur ce sujet? Voilà. Donc on a vraiment cherché et c'est notre quotidien à rester une certification qui soit utile pour l'ensemble de nos entreprises comme pour nos propriétaires forestiers et utile notamment pour relever les défis des enjeux réglementaires, notamment en lien avec les travaux de la Commission européenne. Voilà, donc sans être plus long, je vais laisser la parole désormais donc aux différents intervenants. Donc, vous allez avoir plusieurs intervenants. Donc, le premier, ça sera Lucas Izzo du ministère de la Transition écologique de la DGEC qui va vous redonner un petit peu le cadre global de la directive RED 2 en lien avec PEFC. Ensuite, vous aurez voilà, une petite présentation par notre collègue Geoffroy Dier, responsable technique de PEFC France. Et ensuite, Marco Gardine, voilà, qui nous a, de haut bois, qui nous a longuement accompagnés ces derniers mois sur la mise en place de cette certification PEFC RED 2, voilà, qui rentrera dans le détail de tous les éléments techniques. Voilà, donc je vous remercie à nouveau à tous d'être présents nombreux ce matin. Et je vais laisser la parole à Lucas Izzo, voilà, qui va vous parler de du cadre de la directive de manière générale. Étant entendu que ce webinaire, hein, pour rappel, il a pour objectif ce que vous voyez à l'écran, donc faire en sorte de pouvoir vous expliquer déjà quelles sont les entreprises et les activités concernées par la certification PEFC RED 2. Hein, c'est souvent une question qu'on a. Qui est concerné? Comprendre les synergies et les différences avec la certification de chaîne de contrôle PEFC, connaître et comprendre les étapes pratiques pour obtenir la certification PEFC RED 2 et bien évidemment, autant qu'on le pourra dans le temps imparti, répondre aux principales questions que vous vous posez, étant entendu, et je le répète, que vous aurez accès aussi à toutes les questions et aux réponses après le webinaire on va collecter toutes les questions qui seront posées. Voilà, je vous laisse la parole, Lucas, et merci à tous. Oui, merci beaucoup Paul-Emmanuel. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Luca Izzo. Moi, je travaille au ministère de la Transition écologique, à la Direction générale de l'énergie et du climat. Et donc, effectivement, je vais vous présenter à la fois le cadre général qui cadre la directive RED 2 et revenir sur les modalités de certification pour l'année prochaine. Alors oui, tout d'abord, une première slide sur les grandes étapes pour les énergies renouvelables en Europe, avec le cadre politique de l'UE sur le climat et l'énergie. Donc, effectivement, la directive RED s'inscrit dans le Green Deal, le pacte vert pour l'Europe, qui fixe, qui fixe des objectifs clés pour 2030, donc une réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 55% par rapport au niveau de 90, plus une intégration d'énergies renouvelables dans le mix énergétique européen, qui maintenant, dans les derniers textes, a été porté à 42%, et une amélioration de l'efficacité énergétique. Et donc, dans le cadre de ces nouvelles directives et règlements dans le cadre du pacte vert, il y a une nécessité de certification des entreprises concernées, notamment la filière bois-énergie, par des systèmes internationaux volontaires et des systèmes nationaux qui sont reconnus par la Commission européenne dans le cadre de la directive RED. Donc, d'où l'importance de PEFC de se faire reconnaître RED 2. Donc, la directive RED, plus spécifiquement, donc la directive énergie renouvelable, elle fixe des critères de durabilité que vont devoir respecter les installations produisant de l'énergie à partir de biomasse, qu'elles soient solides, liquides ou gazeuses. Le respect des critères de durabilité, il est essentiel pour 3 points. Tout d'abord, l'attribution d'aides publiques. La directive interdit leur attribution à des installations qui utiliseraient de la biomasse qui ne respectent pas les critères fixés par la directive. Ensuite, sur un plan plus statistique, la comptabilisation de la biomasse dans les statistiques d'énergie renouvelable rapportées par la France. Donc, comme je le disais, la RED fixe un objectif général de 42,5% de part d'énergie renouvelable à l'échelle de l'Union.
auxquelles les États participent avec leur contribution nationale. Et pour que la France puisse dire j'ai utilisé tant de biomasse en tant qu'ENR, il faut que celle-ci soit durable. Et enfin, autre point très important pour les opérateurs qui sont les installations qui sont soumises au système européen de quotas d'émissions, donc le SEC ou l'ETS dans son acronyme anglais, Emission Trading Scheme. Il faut que la biomasse soit durable au sens de RED pour que les émissions de combustion de la biomasse puissent être comptées à zéro et donc que les installations n'aient pas à payer de quotas sur ces émissions. Alors, les grands principes de la RED, donc comme je le disais, il y a des critères de durabilité à respecter qui sont au nombre de 3. Donc, bien évidemment, ceci dépend des seuils dans lesquels se situent les installations. Par exemple, pour l'instant, la RED 2 fixe un seuil d'assujettissement à la RED de 20 MW pour les installations utilisant de la biomasse solide, qui va changer avec la RED 3, mais pour l'instant, on est à la RED 2. Ces critères sont au nombre de 3. D'abord, un critère de durabilité amont qui porte sur les terres où est produite la biomasse, avec une interdiction de provenance de certaines zones interdites pour la biomasse agricole, par exemple les zones humides. Ensuite, une analyse de risque, donc des critères un peu moins forts, une analyse de risque à l'échelle nationale pour la biomasse forestière, donc un document qui a été produit par la filière bois énergie, le CIB, en coordination avec les ministères, qui permet de cadrer en quelque sorte le risque qu'il y ait des pratiques non durables au niveau de la sylviculture en France, qui est un risque assez faible dans le cadre de RED 2. Et à noter que ce critère ne concerne pas les déchets et résidus. Alors ensuite, le critère GES, donc qui est un critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à un combustible de référence fossile, réduction qui est calculée sur une analyse en cycle de vie qui ne comprend pas les émissions de combustion finale, mais qui comprend les émissions de transport, les émissions de transformation du combustible. Et à noter que ce critère, il y a soumission uniquement si mise en service après le 31 décembre 2021 pour le solide et le gaz. Et enfin, pour les installations de production d'électricité, un critère d'efficacité énergétique. Donc, à noter que la vérification du respect de ces critères est basée sur la transmission à l'administration d'une déclaration de durabilité annuelle par les installations. Et je précise bien que ça dépend du combustible que vous utilisez, des seuils, etc. Tous les critères ne s'appliquent pas à tout le monde. Donc, pour la déclaration l'année prochaine, donc la déclaration 2025 pour les installations de production d'électricité et de chaleur, le régime est toujours, entre guillemets, transitoire pour la déclaration en raison du manque d'auditeurs et notamment de la reconnaissance tardive de PEFC en tant que système volontaire habilité RED 2. J'y reviendrai dans les slides précédentes. Les modalités globales seront les mêmes pour la transmission de la déclaration de durabilité à l'administration. Donc, ce sera toujours un tableur Excel permettant notamment de calculer les émissions de gaz à effet de serre des combustibles biomasse et un formulaire à remplir par les opérateurs sur l'outil démarche simplifiée, donc comme l'année dernière. Et une certification de l'installation qui est valide au 31 décembre 2024 sera exigée pour tous les opérateurs obligés RED 2, sans exception. Et juste après, voilà, il va y avoir des exigences un peu plus précises à fournir quant à l'état de certification des fournisseurs. Donc l'opérateur énergéticien doit être capable de connaître et renseigner la situation de ses fournisseurs directs uniquement, donc juste ses fournisseurs directs, avec toutefois des critères plus précis que lors de la déclaration précédente. Je mets à part le cas de PEFC, j'y reviens dans la slide suivante. Les informations à fournir par rapport aux fournisseurs directs, ce sera le tonnage de biomasse fourni par ce fournisseur, l'état du processus de certification du fournisseur, donc est-ce que ce fournisseur est déjà certifié RED 2 ou bien est-il en attente de certification PEFC, le pourcentage de tonnage de biomasse vendu par ce fournisseur qui est bien durable et certifié durable en 2024, avec un point d'attention que la simple certification du fournisseur ne signifie pas nécessairement que la biomasse qui vend soit durable. Ça dépend de la situation des fournisseurs en amont. Donc la situation des fournisseurs en amont ne devra pas être indiquée, mais le fournisseur direct devra bien attester auprès de l'énergéticien que ces fournisseurs en amont sont certifiés et donc que sa biomasse est durable. Et enfin, l'horizon temporel ou la fraction non durable de cet approvisionnement sera durable et certifié comme tel. Donc un peu une idée de quand est-ce que la réglementation sera complètement appliquée. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les spécificités du schéma PEFC. Alors aujourd'hui, PEFC a enfin été reconnu techniquement comme système volontaire RED 2 par la Commission européenne, mais n'a pas encore été approuvé politiquement. C'est une reconnaissance en deux phases. D'abord, un assessment technique du cahier des charges, puis une reconnaissance politique. Toutefois, cela devrait arriver très prochainement. Nous sommes assez optimistes sur ce point. Et depuis la validation technique, les audits qui sont menés en France, tant qu'ils comportent explicitement le nouveau volet RED de PEFC, sont considérés comme valides pour les déclarations de durabilité. Toutefois, en raison de cette reconnaissance tardive, pour la déclaration début 2025, on a fixé un cadre dérogatoire, comme quoi les opérateurs doivent disposer de la preuve
que leur fournisseur direct, s'il n'est pas certifié par un autre système volontaire, soit il est certifié PEFC et tout est bon, soit il dispose d'une date d'audit au premier semestre 2025 qui inclut obligatoirement un volet RAID. Donc c'est là qu'il y a la disposition dérogatoire. On tolère qu'il y ait une date d'audit au premier semestre prochain. Voilà, donc il me semble que c'est la fin de ma présentation. Donc je vous remercie pour votre attention et puis preneur de vos questions plus tard. Merci beaucoup, Lucas. Geoffroy, on te laisse prendre la suite. Oui, bonjour à tous. Donc, Geoffroy Diard, je suis le responsable technique de PEFC France. Donc, en quelques mots, pourquoi PEFC a fait le choix de développer un schéma volontaire RED 2? C'était à la fois répondre à la demande de nos parties prenantes au niveau mondial, essentiellement évidemment au niveau européen. S'il vous plaît, si vous pouvez fermer vos micros. Merci. Ensuite, parce qu'évidemment, la sylviculture représente plus de 60% de l'ensemble de la biomasse domestique de l'Union européenne pour des fins énergétiques. Et l'essentiel, évidemment, c'est fournir un avantage pour les détenteurs de certificats de chaîne de contrôle PEFC qui doivent se conformer à la norme RED 2. Et tout ça participe évidemment de la diversification de l'offre de certification PEFC pour aider les entreprises à répondre à des enjeux réglementaires croissants, en particulier en Europe. Alors, c'est pour cette raison qu'on a développé, à côté de nos deux normes fondamentales, la norme de gestion forestière qui s'applique aux acteurs forestiers, la norme de chaîne de contrôle qui s'applique aux entreprises, différents éléments. Celui qui nous occupe évidemment aujourd'hui, les normes PEFC RED 2 et également la norme PEFC RDUE pour répondre également aux enjeux du règlement déforestation. Évidemment, ce n'est pas le sujet du jour, mais voilà, c'est pour vous montrer la volonté qu'on a au sein de PEFC France et PEFC International de toujours chercher à faciliter la vie des entreprises à travers des normes qui collent aux nouvelles réglementations. Alors, au niveau de l'approche PEFC RED 2, elle se fait en plusieurs étapes. Évidemment, il est demandé pour pouvoir avoir une certification PEFC RED 2 d'avoir une chaîne de contrôle PEFC, donc d'avoir déjà une chaîne de contrôle ou d'être sur le point de l'obtenir, donc d'avoir un certificat chaîne de contrôle en cours de validité. Ensuite, l'entreprise décide volontairement, évidemment, de mettre en œuvre la norme 5002, donc qui est la norme PEFC RED 2. Ensuite, l'organisme de certification, donc le même que les organismes qui délivrent la chaîne de contrôle, effectue un audit sur la base donc, des standards pour les certificateurs, à la fois pour la chaîne de contrôle et pour la RED 2. Et ensuite, on délivre un certificat PEFC RED 2, conforme donc évidemment à la directive. Et ensuite, l'entreprise peut déclarer et livrer des matériaux conformes à la RED 2 dans le cadre du système PEFC. Je vais laisser la Merci. parole. Ouais, Voilà. merci Geoffroy. On va laisser la parole donc maintenant à Marco Gardine. Comme je l'indiquais en début de webinaire, voilà, Marco nous a de Haut-Bois nous a beaucoup accompagné sur ces derniers mois en vue de notre connaissance technique PEFC, notamment au travers voilà, de la rédaction du schéma et des différents modules pédagogiques qu'on a pu créer, notamment pour les auditeurs. Donc on va lui laisser la parole. Je répète ce que j'ai dit au début parce que beaucoup de gens nous ont rejoints en cours de route. Donc les questions, on vous invite à les poser par le chat. Beaucoup de questions qui sont posées dans le chat déjà auront des réponses dans le cas du webinaire qui n'est pas fini, loin s'en faut. Donc voilà, vous aurez les éléments de réponse au fur et à mesure. Par contre, nous, on va collecter effectivement les principales questions et il y aura un petit temps de questions-réponses et nous, donc, on restituera un certain nombre de questions clés qui n'auront pas encore eu de réponse et on pourra les évoquer en fin de webinaire. Mais quoi qu'il arrive, on collecte toutes vos questions et on y apportera des réponses aussi en fin de webinaire ou même après le webinaire de manière à pouvoir les synthétiser. Donc, Marco, on te laisse la parole. Merci pour le
Bonjour à tous. Le micro de Marco Gardin est coupé. Bien. Merci, ça me rassure. On essayait, oui, attendez, on gère, on a deux bureaux. Oui, c'est OK. J'espère que vous m'entendez. On devait gérer les deux ordinateurs dans le bureau. Donc, comme je disais, je reprends la présentation, le temps qu'est, désolé. Oui, donc par rapport à les matériaux concernés et les entreprises concernées, les types de biomasse et les types de combustibles couverts par ce standard PSC RED 2 sont les trois grandes familles définies par la RED 2, donc la biomasse forestière, issue des forêts, les résidus et les déchets. Si on rentre un peu dans les cadres des trois familles, la biomasse forestière, donc les produits de l'exploitation forestière à destination, bien sûr, dans ces cas du bois énergie, mais également des résidus des déchets d'agriculture, les résidus forestiers. Ils rentrent dans la famille matières lignocellulosiques dérivées de forêt. Concernant les résidus, on parle dans ces cas-là des résidus de transformation, première et deuxième transformation. On connaît, pour les gens qui sont déjà certifiés PESC, la différence. Et ce qu'on appelle TOF, Tree Out of Forest en anglais, donc les arbres hors forêt, qu'on peut identifier dans pour parler clairement, dans le bois bocager, le chantier d'élagage ou le bois d'alignement. Et pour les déchets, on est sur du bois classe A, classe B, et on n'oublie pas les déchets verts. Donc, à niveau de la biomasse en provenance de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et tous les résidus d'industrie connexes à ces trois sources-là, à prendre en compte qu'ils ne sont pas couverts par le standard PSC RED 2. PSC a souhaité rester dans les limites de son périmètre d'activité historique, que c'est la forêt, que c'est le bois. Donc, pour la partie agricole, les entreprises qui sont concernées par cette partie-là, il y aura d'autres schémas volontaires qui seront capables de satisfaire ces besoins-là. Ça ne sera pas PSC. On reste sur le périmètre classique de PSC. À niveau des combustibles, pour combustibles, donc des combustibles issus de la biomasse, du granulé par exemple, destinés à la filière électricité, chaleur et refroidissement. Attention, bioliquide, biocarburant, biogaz, tous les carburants destinés au transport, les carburants recyclés, non plus ne rentrent pas dans le périmètre de ce standard PSC RED 2. Qui doit être certifié? Les entreprises concernées, on sait que c'est une question qui se pose. Alors, ces derniers jours, semaines, il y a eu, on commence à avoir quelques réponses un peu grand public qui sortent un peu des groupes de travail. Sont les collecteurs des biomasses forestières, ce qu'on appelle premier point de collecte, les producteurs de combustibles qui produisent ces combustibles à base de biomasse, et des négociants, donc entreprises qui font du négoce de ces matières, donc de la biomasse ou des combustibles, et bien sûr les destinataires finaux de l'objectif de cette RED, qui sont les centrales à biomasse, donc les producteurs d'électricité, de chaleur, de refroidissement. Pourquoi ils doivent être certifiés? L'objectif principal, c'est de garantir la durabilité et la traçabilité de toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement de bois énergie. Donc, le grand classique de la certification, tous les maillons de la chaîne concernés doivent être certifiés pour valoriser, pour crédibiliser toute la démarche qui a été lancée. Donc là, on a un petit chaîne d'approvisionnement, un petit graphique qui est extrait de support de formation pour les auditeurs qui sont en cours de formation pour vous rassurer ces derniers jours et dans les prochaines semaines. Donc, on peut voir qu'il y a des sources d'origine de cette biomasse, qui peut être la forêt, pour la biomasse forestière, sous forme de biomasse forestière générale ou de résidus.
de résidus, donc résidus de série, résidus en tant qu'étoffe, et déchets issus des producteurs de déchets. La chaîne d'appro, ça peut être plus ou moins compliqué. Ça peut aller de la forêt directement à la centrale de biomasse, en passant par des négociants ou par des plateformes qui y consolident des sources, des origines différentes. On va le voir un peu plus en détail dans les prochaines slides. La première entreprise qui doit être certifiée, c'est qui? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on appelle les premiers points de collecte. Donc, ce sont des opérateurs économiques qui s'approvisionnent en matières premières directement auprès des producteurs des biomasses forestières, des déchets et des résidus. Les premiers points de collecte pour les déchets et les résidus, voilà, il y a une petite variante, on les appelle simplement points de collecte. Donc, il s'agit de la première organisation de la chaîne d'approvisionnement à devoir obtenir la certification PSC RED 2. C'est vraiment la tête de la chaîne de contrôle par rapport à la certification RED 2. Et c'est l'entité qui commence à fournir les déclarations aux étapes suivantes, donc au maillon suivant de la chaîne d'approvisionnement. Quand on parle des déclarations, Lucas en a déjà parlé tout à l'heure, il s'agit des modèles de déclaration qu'il faut transmettre à l'étape suivante au client pour communiquer sur les informations, les valeurs, les volumes concernés par la RED 2. Pour information, un modèle de déclaration RED 2 a été intégré au standard 5002 par les groupes de travail de PSC international. Ce n'est pas un modèle obligatoire à utiliser, mais c'est un support quand même qui peut aider et qui peut être utilisé par les entreprises certifiées PSC RED 2. Si on regarde, si on revient un peu sur le graphique, sur ce diagramme, on va voir qui doit être certifié. Alors, les producteurs des biomasses n'ont pas besoin d'être certifiés. Les premiers points de collecte, c'est la première entreprise qui a besoin d'être certifiée. Alors, dans un système, dans un exemple comme celui-là, on verra d'autres après, cette entreprise qui achète, s'approvisionne auprès de producteurs de biomasse en forêt, auprès de biomasse issue de l'élagage, par exemple, ou des producteurs de déchets, c'est les premiers points de collecte. Collecte ces documents, cette biomasse, il peut éventuellement la mélanger sur ces plateformes, mélanger de la biomasse forestière avec éventuellement aussi avec des caractéristiques différentes ou différentes familles de biomasse, avant de la vendre, de la transmettre sous forme de biomasse ou de combustible à son client, qui dans ces cas-là, c'est la centrale à biomasse, qui elle aussi doit être certifiée. Okay? Donc, dans cette chaîne un peu plus courte, on peut on aura 2 entreprises qui vont être certifiées dans la chaîne. On peut avoir sûrement des systèmes un peu plus pas compliqués, mais avec plus d'interlocuteurs, plus de sujets. On peut avoir la biomasse qui va passer par une plateforme, quelqu'un qui consolide des origines différentes, des familles différentes des biomasses. Donc, c'est une entreprise qui doit être certifiée. Au même titre que son client qui achète à la plateforme pour le revendre à la centrale à biomasse. Dans cet exemple que vous voyez là, tous les trois éléments qui se peut être l'entité plateforme avec son entité légale qui réalise des achats, des ventes, les producteurs ou les négociants de biomasse ou des combustibles et la centrale finale, vous voyez qu'ils peuvent être en même temps premier point de collecte, parce que la centrale, dans ces cas-là, achète également directement depuis la forêt. La plateforme peut être premier point de collecte, parce qu'elle achète également, dans ces cas-là, de la forêt. Les producteurs négociants peuvent être premier point de collecte quand ils s'approvisionnent directement auprès des producteurs de déchets ou d'étoffes ou éventuellement de forêt. Mais dans ces cas-là, c'est une négociant simplement quand il achète à un premier point de collecte. Dans ces cas-là, c'est la plateforme qui lui transfère à travers la déclaration les informations qu'après, de son côté, il utilisera dans son système pour les communiquer ensuite à la centrale des biomasses. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir des systèmes, des chaînes d'approvisionnement plus ou moins compliquées. On peut avoir des systèmes extrêmement simples où la centrale à biomasse est la seule entité certifiée simplement parce qu'elle s'approvisionne directement auprès des producteurs de biomasse. Ça peut être la forêt, les producteurs de déchets. Dans ces cas-là,
c'est la seule entreprise certifiée parce que dans ces cas-là, c'est les derniers maillons de la chaîne, mais en même temps, c'est le premier point de collecte. Donc, on a ce cas-là, on a des centrales qui s'approvisionnent directement auprès des producteurs de biomasse. Alors, les cas un peu plus classiques, c'est vrai d'avoir un mélange d'approvisionnement qui peut passer par des négoces, par des fournisseurs directs ou par des exploitants forestiers, bien sûr. Donc, la question, mon entreprise doit-elle être certifiée PEC? Les centrales à biomasse, comme a dit Lucas, sont concernées pour la production chaleur, froid, refroidissement, électricité, si la puissance nominale est égale ou supérieure à 20 MW. Si c'est inférieur, pour l'instant, on sait que ça va baisser avec l'arrêt 3, mais ce n'est pas l'objet du webinaire. Pour l'instant, si c'est égal ou supérieur à 20 MW, les centrales de biomasse vont être certifiées. Alors, normalement, la plupart des centrales, ou presque la totalité, sont déjà certifiées parce que leur deadline, c'était fin d'année dernière. D'autres entreprises, les producteurs des combustibles, les négociants des combustibles de biomasse doivent être certifiés. C'est qui les oblige? Ça dépend du besoin de leurs clients. Forcément, si leur client, c'est une entreprise qui est concernée par la RED 2, qui a besoin de s'approvisionner en matière certifiée RED 2, ces producteurs, ces négociants, oui, ont besoin d'être certifiés. Forcément, s'ils vont sur des secteurs qui sont en dehors du périmètre RED 2, voilà, personne ne va les obliger à se faire certifier. C'est vraiment leur marché qui les oblige. À niveau de, on va dire, premier point de collecte, si on peut imaginer un exploitant forestier qui réalise l'exploitation et qui livre directement cette biomasse forestière à partir d'un seul chantier forestier directement à un client, ça peut être par exemple la chaudière. Dans ces cas-là, doivent être certifiés. Alors, non, ce n'est pas obligatoire, mais on sait très bien que, par exemple, des centrales, par exemple, des clients de ces entreprises-là n'ont pas envie d'être premier point de collecte et donc, ils veulent responsabiliser leurs fournisseurs, disant, je ne vais pas, moi, vérifier si les bois viennent d'une zone couverte par une analyse des risques, à récupérer les documents qui sont nécessaires. Je te laisse le faire, donc certifie-toi et tu m'envoies la déclaration, tu me vends des produits certifiés RED 2. Donc, ils ne sont pas obligés par la norme, mais souvent, on a vu ces derniers mois, sont les clients qui leur demandent de l'être. Donc, pour rester dans le business, forcément, ils ont fait des faits, pour ceux qui sont déjà certifiés, la certification RED 2. Un exploitant forestier, forcément, par contre, qui consolide sur une plateforme plusieurs déchets, plusieurs familles de biomasse, on perd la traçabilité, il y a un mélange. Forcément, là, on est clairement au premier point de collecte. Cette entreprise doit être certifiée. Les propriétaires forestiers, qui, en plus, ne sont pas exploitants, ils seront des producteurs de biomasse, donc pas besoin d'être certifiés PSC, RED 2 ou RED 2 plus en général. À ces points-là, on a prévu de faire un petit break, 5 minutes, pour savoir si, voilà, vous avez déjà quelques questions par rapport à ça. Vraiment, ouais. Quelques instants. Merci Marco. Si vous m'entendez bien, parce que du coup, on fonctionne avec le même micro avec Marco, dans le même bureau. Beaucoup de questions dans le chat qui vont encore une fois avoir des réponses aussi après. Moi j'en ai retenu, il y a 2 points sur lesquels je pense que c'est intéressant de revenir par rapport au dernier tableau, puisque là, la première partie de la présentation, comme vous l'avez vu, c'était vraiment de vous permettre d'avoir la réponse à la question, est-ce que vous êtes concerné, est-ce que vous n'êtes pas concerné par RED 2? Donc, le tableau qu'on a présenté avant, peut-être Marco, tu peux revenir dessus. Bien sûr, ne répond pas à toutes les questions, mais permet d'avoir quand même globalement le schéma de fonctionnement en tête. Il y a une question, la question de Céline Poisson là, qui est dans le chat, qui nous paraît particulièrement, on va dire, illustrative du sujet. Donc, la notion de centrale, Marco, qui s'approvisionne en direct et donc pas besoin de RED 2, n'est pas claire pour forêt et scierie. Est-ce qu'on peut expliciter? Si la centrale à biomasse s'approvisionne directement auprès d'un exploitant, mais en achetant directement la biomasse à bord de route du chantier, donc le chantier, cette biomasse n'est pas les mélanges sur des plateformes de plusieurs origines différentes, mais c'est l'origine d'un seul chantier forestier.
la livraison directe à la centrale permettrait à la centrale d'être le premier point de collecte et n'obligeait pas cet fournisseur, cet exploitant forestier à être certifié. Comme je disais, ça dépend après du client, donc dans ce cas-là, la centrale, de dire moi je peux faire toute seule ou moi je préfère que mon fournisseur se fasse certifier pour me simplifier la tâche parce que j'ai beaucoup de fournisseurs. Et dans ces cas-là, toi, fournisseur, du moment que tu es certifié, tu me feras une déclaration RED 2 et pour moi, ça sera plus facile parce que je vais réceptionner de la biomasse déjà certifiée RED 2. Je ne sais pas, par rapport aux séries, les séries sont normalement des producteurs des résidus de première transformation. Donc, ne sont pas concernés, ne sont pas obligés d'être certifiés si finalement la seule biomasse qu'ils produisent, ce sont des produits qu'à une époque on appelait produits connexes, les DOS, les déchures et tout le reste. Donc, s'il y a juste cette production de produits connexes, la série n'a pas besoin d'être certifiée. Par contre, à faire attention parce que pas mal de séries peuvent avoir une deuxième activité parallèle à celle du sciage, qui c'est éventuellement la production justement des biomasses destinées au bois énergie en parallèle. Donc, pour ces entreprises qui ont cette double volet, cette double activité, on ne peut pas dire du moment que leurs produits connexes ne les importent pas, ne les oblige pas à être certifiés. S'ils ont cette double activité, il y a toujours un risque de mélange entre la plaquette forestière et cette plaquette de série, produits connexes. Donc, dans ces cas-là, ces séries-là sont des premiers points de collecte, probablement, et donc, de toute manière, ont l'obligation d'être certifiés s'ils veulent vendre des produits de la biomasse à des entreprises concernées par la RED 2. Merci Marco. Juste, on va prendre une question aussi qui nous paraît assez illustratrice du sujet. En fait, il y en a deux. Est-ce qu'une plateforme de préparation de bois, de recyclage, doit être elle-même être certifiée RED 2 si elle travaille avec un négociant qui est lui-même certifié? Plateforme de préparation. Est-ce qu'une plateforme de préparation de bois, donc de bois de recyclage, alors je ne sais pas trop, voilà, bois de recyclage, doit-elle être elle-même certifiée RED 2 si elle travaille avec un négociant lui-même certifié? Avant que Marco réponde, le principe de base qu'il faut avoir en tête, c'est le principe de mélange de matière. Dès lors que vous avez effectivement un fournisseur qui est amené à mélanger des sources d'origine différentes, le fournisseur effectivement doit être certifié au regard du fait qu'il est le premier point de collecte. Je te laisse peut-être préciser. Oui, ça a été un sujet ces derniers mois, semaines, sur plusieurs schémas volontaires. La partie déchets, l'application qui est réalisée aussi par les organismes de certification qui réalisent déjà des audits sur des schémas volontaires déjà reconnus, c'est de dire que les centres de collecte des déchets qui reçoivent des déchets tout genre, pas simplement le bois, n'ont pas besoin d'être certifiés du moment qu'ils font juste un tri. Ce bois bois, ces déchets bois, après, ils sont transférés sur d'autres centres qui, la classe A, la classe B, où cette classe A, classe B est broyée, sont ces entités-là qui vont être certifiées. Si par contre, ces points de collecte où il y a cette collecte différente des différents déchets, des différentes matières, il peut y avoir du métal, du papier, en plus du bois. Si dans ces lieux-là, on fait aussi de la transformation, donc on transforme en broie, on crible les produits, là, il y a une transformation, là, il y a un risque de mélange. Donc, dans ces cas-là, l'approche apportée ou mise en place par les organismes de certification actuellement, c'est que là, il y a de la transformation. Donc, là, cette entité-là va être certifiée RED 2. Merci Marco. On va arrêter les questions sur le sujet clé. Juste un dernier point. Donc, il y a une question sur le négociant qui achète bord de route et revend à des clients RED 2. Doit-il faire certifier son activité? La réponse est oui. Dès lors que vous êtes un négociant, que vous approvisionnez, enfin que vous achetez bord de route auprès de différentes forêts, différentes parcelles forestières, donc vous êtes amené effectivement à mélanger les sources d'approvisionnement, vous devez effectivement être certifié RED 2. Donc, on va clôturer ce sujet sur est-ce que vous êtes concerné. Encore une fois, voilà, on collecte les questions et on essaiera de répondre à chacun des cas
particuliers qui nous ont été signalés et on va aborder effectivement la suite du webinaire sur quelles sont les exigences, une fois que vous êtes concerné, quelles sont les exigences PEFC RED 2, comment elles se déclinent et comment vous pouvez les mettre en œuvre. À toi, Marco. OK. Donc, ça a déjà été anticipé par Geoffroy tout à l'heure. Le standard 5002, c'est le standard RED 2, ne peut pas vivre tout seul. C'est un standard annexe complémentaire au standard 2002-2020, qui c'est le standard actuel pour la chaîne de contrôle PSC. Donc, pour qui est déjà certifié pour la 2002, pour la RED 2, il faudra intégrer son certification avec le standard 5002. Pour qui n'est pas certifié, il faudra faire la certification pour les deux standards. Donc, il y a des différences et il y a des exigences supplémentaires apportées par la RED 2, mais ça reste quand même tout à fait maîtrisable et rien d'énorme. C'est-à-dire, les différences, on a déjà peut-être parlé dans la filière de ça, la RED 2 ne permet pas la certification multisite, chose qui est par contre, dans la chaîne de contrôle, c'est le cas. Il y a un changement au niveau des méthodes. On a 3 méthodes pour la chaîne de contrôle. On a que 2 et un peu différentes, au moins un des deux un peu différent pour la RED 2. On va y revenir. Et l'approche est différente par rapport aux matériaux recyclés. Donc, qu'est-ce que ça change? Alors déjà, par rapport aux exigences relatives à la classification des matières premières forestières, il y a une approche basée sur le risque, qu'on verra tout à l'heure un peu plus dans le détail, qu'on appelle l'approche des niveaux A, par rapport à une évaluation plutôt nationale ou régionale, et on approche des niveaux B, quand il n'y a pas l'approche nationale ou régionale, qui c'est plutôt par rapport à la sourcing area, donc à la zone d'approvisionnement. À niveau des méthodes que je disais tout à l'heure, ils ont changé parce que la méthode de séparation physique est toujours là, mais par contre, il n'y a pas la méthode de pourcentage, il n'y a pas la méthode de crédit. On a ce qu'on appelle la méthode du bilan massique. Quelqu'un pourrait dire que ça ressemble au système de crédit, oui, je suis d'accord, mais il y a quand même des différences importantes. Donc, on peut dire que la méthode de bilan massique remplace le système de crédit et le système de pourcentage n'est pas là. Les traitements des déchets et résidus, ça oblige à intégrer une procédure pour l'évaluation des déchets et des résidus en tant que tel. Il faut prouver qu'on est en train de, ce qu'on évalue comme déchets ou résidus sont vraiment des déchets ou résidus. Et après, la partie calcul de gaz à effet de serre, pour les cas échéants, on sait qu'on verra tout à l'heure, ça concerne principalement les chaudières, et en plus, ça dépend par rapport à la mise en application. Donc, la mise en fonction de la chaudière, donc on verra que pas tout le monde est concerné par cette exigence-là. Pour la partie DDS, honnêtement, il n'y a pas de gros changements, il n'y a pas du tout de changement au niveau des matières de système et de gestion et la DDS. Donc, on a dit qu'il n'y a pas la possibilité de faire une certification multisite au groupement pour les producteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour qui connaît le système de chaîne de contrôle PSC, on peut avoir des certifications multisites où on a un bureau central qui chapeaute la certification qui couvre plusieurs sites, des sites qui peuvent être juste des sites de stockage ou des transformations, mais pas vraiment des entités légales, rattachées à l'entité légale qui est le bureau central. Mais il peut y avoir dans ces sites participants aussi d'autres entités légales avec d'autres sirènes qui peuvent réaliser des activités d'achat et de vente de produits. Ça, c'est tout à fait possible dans le PSC, chaîne de contrôle. Ce n'est pas possible dans la RED 2. C'est-à-dire que si on se retrouve dans cette organisation avec plusieurs entités légales qui ont des activités, j'insiste sur la partie achat-vente, tout ce qui est rentré dans un seul certificat multisite pour la COC, il devra être réparti sur plusieurs certificats individuels par la RED 2. Donc, les unités des sites physiques distants, mais faisant partie d'une seule activité comme des plateformes de stockage temporaire, des transformations, on va dire le broyage, le déchiquetage, ça peut rester tout dans le même site, mais s'il y a plusieurs entités qui achètent et qui revendent, là, on est sur des sites, des certifications individuelles séparées. On va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce qui doit faire une certification? Chaque site, donc chaque certification doit faire quoi? Doit mettre en œuvre les exigences de la RED 2 de manière individuelle, réaliser l'audit interne, attendre l'audit externe pour obtenir les certificats individuels. On sait qu'aujourd'hui, il y a des groupements qui sont aidés de manière centralisée
par des entités, des associations, des personnes qui les aident à la gestion de toute la partie documentaire, peut-être de leur certification multisite. Ça, ce n'est pas interdit. Ça veut dire que cette entité, cette association, cette personne qui est un support de toutes ces petites entreprises qui font partie d'un groupement dans la chaîne de contrôle pourront toujours être là pour aider les entreprises dans le cadre de la RED 2, mais à la place de gérer un seul grand multisite, elle va les aider à gérer chacune sa certification individuelle. Là, on a un petit exemple d'une entité légale qui amène à avoir un seul certificat RED 2 individuel. Donc, on a un siège social, une entité légale qui réalise des achats, des ventes, des traitements et qui possède plusieurs plateformes dans lesquelles il y a de l'arrivée de la biomasse, du séchage, du déchiquetage, du stockage, de la livraison. Les autres entités ne font pas des achats, des ventes. Tout est centralisé à niveau de l'entité légale qui centralise, qui est la seule entité légale juridique de cette certification. Donc là, on est... voilà, je ne veux pas vous faire peur, il n'y a pas besoin de faire une certification par plateforme, parce on sait très bien que les entreprises ont plusieurs plateformes réparties pour des questions logistiques, limiter les transports et tout ce qui va avec. Dans ces cas-là, tout rentre dans le même certificat individuel, du moment qu'il y a une seule entité qui achète et qui revend. Ce n'est pas ce que ça se passe dans un certificat multisite PSC où, comme je vous disais, il peut y avoir le bureau central, là on voit c'est social, qui peut avoir un site participant des entrepôts de stockage, des plateformes, mais aussi des filiales qui font de leur côté des achats et des ventes. Une situation comme celle-là, qui est sous contrôle multisite dans le cadre de la PSC-COC, dans le cadre d'une certification RED 2, il faut la séparer en deux certificats individuels, chacun avec ses plateformes. Donc, ça, c'est, si on veut trouver une difficulté, une particularité de la RED 2, c'est que ce n'est pas le choix de PSC, ce n'est pas le choix des autres schémas volontaires, c'est la directive qui exige ça, et donc tous les schémas volontaires, dont PSC aujourd'hui, a dû s'adapter à cette approche. Pour le cadre des sous-traitants, il n'y a pas besoin que les sous-traitants soient certifiés, du moment qu'ils sont intégrés dans le processus grâce à un accord d'externalisation des sous-traitances. Ça rentre comme exactement ce que vous connaissez déjà dans le cadre de la certification COC. Les typologies de biomasse. Dans le cadre d'un premier point de collecte, les typologies de biomasse qui peuvent approvisionner sont la biomasse forestière, dans laquelle on intègre aussi les résidus des activités forestières. La famille des résidus. Dans les résidus, on trouve la transformation, première et deuxième transformation, donc plaquettes série sur une entreprise de menuiserie ou quand même de deuxième transformation. L'étoffe, donc les arbres hors forêt, bois bocagers, qu'est-ce qu'on a dit, le chantier d'élagage. Et pour la famille des déchets, on a la classe A, donc les déchets bois emballage non traités, classe B, les déchets non dangereux, et les déchets verts. On a fait le choix de parler des classes A et de ne pas parler des SSD parce que c'est une particularité française. PSC RED 2, c'est international. Il faut savoir qu'en France, on prend en compte le fait que SSD existe. Ça va apporter des garanties dans le système d'évaluation de l'origine déchets de la part des entreprises. Par contre, même si en France, on dit c'est le statut sortie déchets, on se pose la question de pourquoi on le laisse encore dans les déchets. Voilà, c'est une spécificité. Il faut considérer que l'SSD, c'est dans la même ligne de la classe A, ça reste dans la famille déchets. Si vous êtes par contre négociant ou centrale à biomasse, vous arrivez derrière un premier point de collecte. Donc, dans ces cas-là, ce que vous allez recevoir, c'est de la biomasse forestière qui peut être fournie par un fournisseur qui est déjà certifié PSC RED 2. Donc, il vous fournira une déclaration PSC RED 2 à chaque livraison, ou une fois par mois, ou une fois une périodicité, ou plus tard, une fois par an. On invite les entreprises plutôt à le faire, et je pense que c'est ce qui ça se fera plus facilement, qui c'est déjà en train de se faire une fois par mois par rapport à la livraison du mois précédent, mais aussi par rapport à de la biomasse forestière provenant des fournisseurs certifiés par d'autres schémas volontaires. Okay? Donc, les typologies de biomasse, on les reprend là.
lesquels sont concernés par les spécificités PSC, qui c'est de réaliser un système de diligence raisonnée, une évaluation des diligences raisonnées, critères de durabilité aux critères d'évaluation gestion déchets et résidus. Pour la biomasse forestière déclarée PSC RED 2, oui, les critères, la DDS doit être réalisée. Ça va être un DDS simplifié parce qu'il n'y aura que la partie vérifier si elle n'est pas concernée par des préoccupations fondées. C'est une spécificité qui a été rajoutée avec la 2002-2020 à niveau de l'annexe 1 pour qui est déjà certifié qu'on ait la tâche. Critères de durabilité, oui, on est sur la biomasse forestière, donc la durabilité est applicable. Exigence pour la collecte des déchets et résidus, non, on est sur la biomasse forestière, pas sur les déchets et résidus. Pour la biomasse forestière certifiée RED 2 par d'autres schémas volontaires qu'est le PSC, c'est la même chose, c'est juste que la DDS demandera un peu plus, ça sera un DDS un peu plus poussé, un peu plus classique. Pour ce qui concerne les résidus issus des transformations des industries par rapport à la production primaire, donc des scieries, la DDS applicable. Les critères de durabilité, non, parce qu'on n'est plus sur de la biomasse forestière directe, donc critères de durabilité, non. Par contre, exigence par rapport aux évaluations déchets et résidus, oui. Même chose pour les TOF, donc arbres hors forêt, DDS, pas de durabilité, mais évaluation déchets résidus. Pour la partie résidus de deuxième transformation et déchets, il n'y a pas la DDS à faire. La DDS n'est pas applicable, n'est pas une exigence. Critères de durabilité, on n'est pas sur de la biomasse forestière directe forêt, donc pas de durabilité. Par contre, exigence concernant l'évaluation sur les déchets, le processus d'évaluation, de détermination qu'il s'agit bien des déchets ou résidus, c'est là un processus que l'entreprise devra mettre en place. Donc, pour ce qui concerne les arbres hors forêt, on les considère, la norme, la directive, il est case dans la famille des résidus, parce que ce n'est pas l'objet principal, si on parle par exemple du bois bocager, de la production agricole, d'où peut être exploitée peut surgir cette biomasse, qui souvent c'est entre deux terrains agricoles, sont des bords de route, sont des bois bocagers. Ce n'est pas l'objectif principal, si c'est du bois bocager, de la production agricole. Donc, on le considère dans les résidus. Ne sont pas soumis aux critères de durabilité, comme on vient de voir, mais aux critères de calcul des gaz à effet de serre et RED 2 par rapport, par exemple, à la partie DDS pour l'étoffe, par exemple. Tout ce qui est issu des biomasses agricoles, donc produites à partir de l'agriculture, qui soit provenant des vergers de cultures ligneuses de l'agroforesterie, qui respectent dans ces cas-là aussi les règles de durabilité de l'agriculture, ne sont pas concernés par les périmètres d'activité de la PSC RED 2. Comme je disais au tout début, il faudra, si on a ces produits-là et on a l'exigence de les faire entrer dans l'évaluation RED 2, il faudra s'appuyer sur d'autres schémas volontaires qui intègrent la partie agricole. PSC a souhaité rester sur son cœur d'activité, que c'est la forêt. Par rapport au taillis à courte rotation, c'est une évaluation cas par cas. DDS, les systèmes de diligence raisonnée intégrés au standard 2002 à niveau de l'annexe 1 doivent être réalisés, c'est une étape importante, et doivent être réalisés pour toutes les typologies de biomasse, sauf les déchets et les résidus des deuxième transformation. Petit rappel, IPSC a sorti, comme a dit Geoffroy, d'autres standards récemment, comme le standard PSC pour l'RDE, l'UDR, donc les règlements de déforestation de l'Union européenne. Donc, cet nouveau standard, le standard 2002-1, s'appelle PSC UDR DDS, intègre un DDS plus poussé, justement pour être en conformité avec l'UDR. Actuellement, cette DDS n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'une entreprise peut choisir d'utiliser les DDS intégrés déjà dans la 2002 classique, qui c'est en annexe 1, ou de réaliser celui plus poussé par rapport à l'UDR. Voilà, là on voit les tableaux.
Quand mettre en place les systèmes de diligence raisonnée dans le cadre RED 2? Donc, l'organisation doit mettre en place ce système de diligence raisonnée pour la biomasse forestière et pour les combustibles issus de la biomasse. L'organisation doit évaluer pourquoi on fait cette DDS. PSE a poussé beaucoup sur la partie DDS à intégrer à sa démarche RED 2 pour limiter au maximum les risques, de le rendre donc négligeable, de le risque d'avoir, d'intégrer de la matière, de la biomasse qui provient des sources controversées. Savoir que si on arrive à prouver qu'il n'y a pas de préoccupation fondée par rapport à des produits de la biomasse qui arrivent déjà certifiés PSC X%, origine PSC 100%, PSC source contrôlée ou conforme RED 2 de la part d'une entreprise qui a déjà obtenu la RED 2, on très facilement un risque, on peut considérer très facilement, donc de manière plus simplifiée, un risque négligeable au niveau de la DDS. Je rappelle, les déchets et les résidus de deuxième transformation sont exclus du besoin de mise en place de la DDS. Quand on parle de durabilité, jusqu'à maintenant, on a toujours dit les bois durables, mais durables, pourquoi? Tout ça, c'est défini pour information à l'article 29. 6.7, sous-article 6.7 de la directive. Donc, qu'est-ce qu'il dit cet article 29 qui a été intégré dans les chapitres 6 de PSC? Il dit que ce bois, pour être durable, les opérations récoltes doivent être en conformité avec la légalité. On prend en compte la régénération des forêts, réglementation des zones protégées et respectées, préservation de la biodiversité, préservation du sol et maintien de la capacité de production de la forêt à long terme. En plus, aussi, les niveaux de stock et les puits carbone, donc la conversion du terrain, est prise en compte. Ce sont des informations, ce sont des concepts très compliqués. Appliquer ça à niveau de chaque forêt sur laquelle vous intervenez, ça serait impossible à faire. C'est pour ça que la RED 2 a mis en place une évaluation à niveau des risques, une approche basée sur les risques. Si une évaluation de risque est faite à niveau national ou régional, on l'appelle analyse de risque de niveau A. Chose qui, très bien, heureusement, la filière a lancé les travaux il y a déjà 1 an, 2 ans, pour produire quelque chose que vous connaissez, être l'évaluation du risque pour la partie France, pour la biomasse France, qui a conclu sur un risque négligeable d'approvisionnement par rapport à ces exigences-là. Donc, la durabilité par rapport à la biomasse issue de France est considérée durable. Donc, je résume, la biomasse issue de France est considérée durable. Il faut juste prouver que cette biomasse que vous l'avez exploitée a une origine France. Okay? Pour la RED 2, oui, bien sûr. Si par contre, il y a des niveaux, des zones d'approvisionnement, par exemple, sur d'autres pays, pour lesquels les niveaux de risque à niveau régional n'a pas été réalisé encore, l'autre solution, c'est de faire une évaluation du risque limitée à la zone d'approvisionnement. Et donc, dans ces cas-là, ça sera à vous de mettre en place exactement une évaluation pour laquelle PSC a quand même créé un module qui explique comment le réaliser. Mais ça sera à vous de le faire et après, ça sera évalué lors des audits et par les organismes de certification, bien sûr. Petit schéma pour comprendre comment on intervient. Donc, j'ai ma biomasse. Cette biomasse arrive d'un pays couvert par une analyse de risque des niveaux A. Non, donc ce n'est pas le cas. Donc, je me retrouve dans ces cas-là. Donc, dans ces cas-là, c'est à moi, entreprise, de faire une évaluation de risque des niveaux B à niveau de ma zone d'approvisionnement selon tous les points de légalité, préservation de la forêt, du sol, comme on a vu tout à l'heure. Si, après cette évaluation, on arrive à conclure que tout est conforme, tout est assuré, on aura de la biomasse forestière durable. Si on ne peut pas prouver ça, on sera sur de la biomasse forestière non durable. Si par contre, à niveau du pays d'approvisionnement, on a une évaluation de risque, au niveau régional, on a une évaluation de risque reconnue du niveau A, la question que je vais me poser, c'est cette analyse de risque niveau A va me couvrir la totalité des exigences? Si oui, la biomasse forestière est durable. Sinon, je dois passer et compléter ça par rapport à une analyse de risque niveau B.
Donc, pour identifier la conformité de la RED 2 par rapport au premier point de collecte, par rapport au niveau A, les informations à obtenir sont le pays d'origine et une autodéclaration de chaque fournisseur annuellement qui indique l'origine et la conformité de la biomasse à la directive RED 2. Là, on voit des évaluations de risque niveau A qui ont été déjà validées. Alors, par rapport à des pays qu'on connaît proches, à part la France, il y a l'Allemagne, il y a la région Wallonie pour la Belgique, mais par rapport à quelqu'un qui pourrait s'approvisionner en Suisse, en Italie, en Espagne, vous voyez qu'il n'y a pas d'analyse de risque niveau A reconnue. Donc, dans le cas d'approvisionnement de produits non certifiés RED 2, il faudra passer pour les niveaux B. Donc, c'est un travail quand même important à mener de votre part. Pour une évaluation de risque à niveau B, bien sûr, PSC exige que ce biomasse soit certifié PSC en provenance d'une forêt certifiée Forest Management, donc gestion forestière reconnue. Il faut évaluer tous les critères de la durabilité. Il faut avoir des audits internes, externes de l'organisme de certification et collaboration, et donc collaborer avec les engagements avec l'Union européenne et les autorités compétentes des États membres. Si le fournisseur n'est pas titulaire d'une gestion forestière, d'un certificat de gestion forestière, mais d'un certificat de chaîne de contrôle, ce que vous devez acheter, c'est du PSC COC 100% en séparation physique, c'est-à-dire que votre fournisseur, il faut s'assurer qu'il soit en séparation physique, ou il doit vous la vendre origine PSC 100%. Si ce n'est pas le cas, en cas contraire, la biomasse ne pourra pas être évaluée comme risque négligeable à niveau de l'évaluation du risque niveau B. Pour les déchets résidus, on a dit qu'il faut faire une évaluation pour prouver que ceux que vous souhaitez approvisionner et déclarer comme résidus et déchets sont vraiment des résidus et des déchets. Alors, des déchets, on sait très bien qu'ils sont des substances, des objets que les détenteurs veulent se débarrasser et qui n'ont pas été intentionnellement créés, modifiés. Les résidus, donc les déchets, on l'a déjà dit, classe A, classe B, déchets verts. Pour les résidus, sont des produits qui sont des substances qui ne sont pas les produits finaux, qui n'ont pas l'objectif principal du processus qui les a créés. Attention que les résidus de la gestion forestière ne sont pas dans la famille des résidus, mais sont dans la famille de la biomasse forestière. Donc, pour passer directement aux actions clés qu'une entreprise doit mener pour prouver qu'il s'agit bien des déchets et des résidus, mettre en place un système documenté pour tracer et vérifier les matériaux, les déclarations, les contrôles, les éventuels audits qui prouvent que ce que vous voulez intégrer comme déchets ou résidus, c'est vraiment des déchets de résidus. Donc, on passe pour une autodéclaration, comme pour la biomasse forestière annuelle obtenue de la part du producteur, un contrôle visuel, quand c'est possible, quand ça passe pour vos plateformes, par exemple, et un audit terrasse, si nécessaire, pour confirmer, parce qu'on ne peut pas confirmer autrement qu'il s'agit bien de déchets ou résidus. Conserver toutes les preuves au minimum 5 ans, et après, dans les règlements d'exécution 2022 996, il y a une classification de quelles sont les biomasses qui sont considérés déchets ou résidus par la directive. Quand ce n'est pas intégré là-dedans, il faudra s'interroger, aller vérifier par rapport à la législation nationale du pays concerné. Au niveau de la déclaration, on a dit qu'au-delà du premier point de collecte, le transfert des informations, ça se fait à travers une déclaration RED 2. Donc, dans le cadre que vous recevez une déclaration de la part d'une entreprise certifiée PSC RED 2 qui vous fournit cette déclaration, il faudra vérifier sur le site web de PSC que cette fournisseur est bien titulaire d'un certificat PSC qui intègre la RED 2. Si par contre vous êtes fourni de la part d'un fournisseur qui est certifié pour un autre schéma volontaire ou pour un système national, il faudra aller sur les databases de ces systèmes-là pour vérifier que ce fournisseur est bien titulaire d'une certification qui couvre la RED 2 pour prendre en compte cette déclaration-là qui vous a été transmise. Ça, c'est l'exemple de la déclaration PSC RED 2 qu'on trouve en annexe 1 du standard 5002.
attention, les exigences PSC RED 2 conservent, pour la PSC RED 2, on conserve les mêmes déclarations officielles de PSC classique, PSC chaîne de contrôle. Donc, au PSC 100%, PSC X%, PSC source contrôlée. Aucune déclaration RED 2 va intervenir sur la facture et les bons de livraison. Là, on va conserver les déclarations propres à la chaîne de contrôle. La déclaration concernant la RED 2, ça se fait sur des documents parallèles, sur des déclarations spécifiques. OK? Pour ce qui concerne les règles de la marque, du label FSC, rien ne change. Les méthodes, on parlait tout à l'heure de deux méthodes. La séparation physique, on ne va pas rester sur le sujet, vous le connaissez très bien. Il n'y a pas, on peut faire de la gestion de la biomasse RED 2 sous séparation physique quand il n'y a pas des mélanges de matières premières ayant des caractéristiques de durabilité RED 2 différentes. Il y a la livraison directe, par exemple, du chantier forestier à la centrale biomasse ou au niveau d'une plateforme. On a bien des emplacements séparés, il n'y a aucun risque de mélange et d'identification est assurée. Bon, ça, c'est un peu plus rare sur les plateformes quand même. Ou sinon, l'autre système, c'est les systèmes de bilan massique dans lesquels on a les droits de mélanger différentes sources, des biomasses forestières, des biomasses d'origine déchets, résidus, et des biomasses avec des caractéristiques différentes. Et on suit ça à travers un tableau que chacun d'entre vous devra mettre en place, qui c'est le tableau de suivi du système du bilan massique. Donc là, on voit des exemples. Les plaquettes forestières achetées en origine France et celles origine Italie sont deux sources différentes, sont deux biomasses différentes. Il faut les maintenir séparées. Si c'est la même typologie de marche des biomasses, mais la différence, ça se fait à niveau des caractéristiques en matière d'émissions de gaz à effet de serre, parce que là, vous voyez 6 grammes de CO2 émises et l'autre 9. Il faut les maintenir séparés aussi si on veut utiliser la séparation physique. Si par contre, on est un système de bilan massique, on a le droit de mélanger. C'est juste que la quantité durable à la vente ne doit pas être supérieure à la somme de la quantité durable à l'achat. OK, là, vous voyez que D, donc la partie vendue comme durable, doit être égale ou inférieure à la somme des deux inputs durables. OK? Pour les non conformes RED 2, je vous rappelle que PSC insiste, la DDS concerne toujours la biomasse, aussi s'il n'est pas conforme RED 2. Là, on voit un peu la spécificité du bilan massique, la différence contre un système de crédit. Si on a des achats qui sont totalement, par exemple, 1000 tonnes qui rentrent dans votre stock et qui sont complètement conformes à la norme RED 2, mais vous allez vendre ces stocks-là, une partie à des clients concernés RED 2, donc vous déclarez les produits RED 2, mais à l'autre partie, vous la vendez, je ne sais pas, à des panneaudiers qui ne sont pas concernés par la RED 2, donc vous ne déclarez pas RED 2 parce que voilà, vous verrez que plus vous vendez PSC RED 2, plus en général, qui peut être du PSC RED 2, plus il y a des petites redevances à payer. Donc, pour des clients qui ne sont pas demandeurs de RED 2, peut-être que vous souhaiterez ne pas communiquer sur cette partie RED 2. Par contre, ce qui a été vendu, même s'il a été vendu comme non RED 2, mais faisait partie de votre stock RED 2, il faut les soustraire de votre bilan massique. Donc, ça correspond, ce que vous aurez dans votre suivi du bilan massique, ça doit correspondre toujours à la marchandise réelle que vous avez en stock à la fin du trimestre. On dit trimestre parce que c'est la période maximum et standard qui est utilisée souvent par les entreprises. Donc, on n'a pas les systèmes de crédit sur lesquels, si je vends PSC, ma marchandise PSC, je la vends comme non PSC, je garde les crédits pour la prochaine fois, pour les prochaines périodes. Sur les bilans massiques, il n'y a pas cette conservation des crédits. On va dire, si la biomasse RED 2, je l'ai vendue comme RED 2, il faut quand même la soustraire. Okay? Donc, on disait, l'établir sur une durée maximale de 3 mois. Il y a une exception, on va à 12 mois si vous gérez que des points de collecte, voilà, qui gèrent que de la biomasse forestière. Mais bon, c'est assez rare. Donc, la plupart des entreprises travaillent sur des périodicités de 3 mois. J'ai vu aussi 1 mois. Les débuts et la fin du bilan massique sont alignés sur l'année civile. Si on peut être sur l'activité économique, mais ça voilà, il faut la justifier avec l'organisme.
Là, il y a un modèle de déclaration qui a été précomplété par PSC. Vous voyez comment un tableau modèle de déclaration PSC RED 2 selon le modèle qui est mis à disposition dans le standard peut être complété. Vous le transférez, là, très important, qui vous êtes, qui est votre client, la périodicité, là c'était la livraison de l'année du mois de novembre, avec les informations sur toute la biomasse que vous avez vendue, donc le total et combien de RED 2. J'ai vendu 200, tous les 200 RED 2. Cette information-là, elle sera prise en compte par votre client qui l'utilisera pour alimenter son bilan massique ou si c'est un énergéticien, pour prendre en compte combien ils ont intégré, combien ils ont approvisionné en matière durable et donc combien il peut déclarer après sur la déclaration de début de l'année suivante. Facteur de conversion, je pense que toutes les personnes qui connaissent PSC, ils le connaissent déjà parce que c'est déjà de la chaîne de contrôle. Les facteurs de conversion, il faut le prendre en compte. Là, on a deux exemples, 100 tonnes en entrée. Pour la première, on a 40% de facteurs de conversion, dans l'autre 60, donc on se retrouve 48 plus 60, 108. Donc on a rentré 200, on peut ressortir maximum 108 tonnes. Facteur de conversion, il faut le prendre en compte parce que chaque fois qu'il y a une transformation, il y a des pertes. Autre chose, on peut avoir des inputs différents. Donc là, on a une biomasse forestière France, Italie, des résidus. Ils sont mélangés. Forcément, les clients ils vont recevoir tous le même mix de produits. Par contre, quand vous allez le vendre, à niveau de la déclaration, il faut lui attribuer une partie des caractéristiques des entrées. Donc, vous pourrez vendre jusqu'à 24 tonnes de biomasse forestière à France, même si en réalité, vous lui avez vendu un mélange. Jusqu'à 36 pour l'Italie, jusqu'à 63 pour l'Allemagne. On ne va pas rentrer plus dans le détail des exercices parce que par rapport au temps limité qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas possible. Gaz à effet de serre. Alors, il faut rappeler que c'est une exigence principalement dédiée aux centrales à biomasse. Sont eux qui ils ont besoin de prouver qu'ils ont une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 70% pour les centrales qui sont rentrées en activité entre janvier 2021 et 31 décembre 2025 et 80% pour les installations qui seront mises en service à partir de 2026. Donc, les producteurs d'énergie doivent réaliser les calculs de réduction des gaz à effet de serre. Les fournisseurs de biomasse, si vous êtes fournisseur, vous devez fournir les éléments qui permettront à votre client énergéticien de faire les calculs. Ce n'est pas forcément à vous de faire les calculs. Vous verrez qu'en plus, au niveau du système mis en place, à aujourd'hui, la solution, c'est d'utiliser les systèmes plus simples. Ce sont les valeurs par défaut, mais on va les voir tout de suite. Les centrales à biomasse en activité, si vous avez des clients qui ont des centrales en activité précédemment de janvier 2021, ne sont pas à aujourd'hui pris en compte et concernés par les gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre qui concerne pour la biomasse forestière la partie en amont, donc processus de collecte et les processus de collecte, transport, transformation. Pour tous les restes, résidus et déchets, la partie gaz à effet de serre, ça ne concerne que la partie post-collecte, donc juste la partie transport et transformation, comme a été dit correctement par Luca à tout début du webinaire. Comment on calcule les gaz à effet de serre? Il y a trois méthodes, les valeurs par défaut, la valeur réelle, la valeur calculée. Donc, la valeur par défaut, c'est une valeur dérivée par des facteurs prédéterminés, typologie de biomasse et kilomètres parcourus. C'est déterminé s'il y a des tableaux dans la directive qui est PSC RED 2 a intégré dans ses appendices 2 et 3. Donc, c'est les systèmes les plus utilisés, c'est les systèmes qu'on vous invite à utiliser parce que les valeurs réelles, les valeurs calculées sont un peu plus compliquées à être calculées à aujourd'hui. Et surtout, à aujourd'hui, les auditeurs ne sont pas formés parce qu'il y a des exigences d'expertise, des backgrounds par rapport aux auditeurs. Les auditeurs PSC aujourd'hui n'ont pas tous ou très peu cette compétence. Donc, ils doivent être formés. Pour les audits de début 2025, il ne faudra pas s'attendre à des auditeurs qui seront qualifiés pour vous évaluer selon les valeurs réelles ou les valeurs calculées. Donc, on vous invite à rester sur des valeurs par défaut, sachant que de toute manière, c'est les systèmes les plus simples et ça vous permettra à vos clients énergéticiens de cocher la case et de rester dans
dans les abattements requis. Par exemple, là, un exemple, une centrale électrique basée à Grenoble achète des copeaux de bois en provenance d'une forêt à Albertville, moins de 500 km. Donc, si on va dans les tableaux, on voit que les produits connexes des résidus à moins de 500, ça fait un abattement de 87%. On est bien au-delà de l'abattement de 70 qui était exigé. Donc là, les valeurs par défaut, ça couvre, ça fait le job sans besoin d'aller faire des calculs réels pour aller, voilà, pour avoir un calcul plus fin. Surtout que le tableau, voilà, ça c'est la formule à appliquer. Il n'y a pas tous les critères qui sont applicables forcément. Il y a certains qui sont plutôt spécifiques de la partie agricole. Mais voilà, cette partie-là, on y passe vite parce que pour l'instant, on n'est pas vraiment sur les marchés. Vos organismes ne sont pas en mesure de vous la proposer. Bon, il y a des organismes un peu plus expérimentés que d'autres. Peut-être ils y arriveront avant. On arrive à la fin, les étapes de la mise en œuvre de cette certification RED 2. On voit quelles sont les exigences à implémenter dans la PSR RED 2. On voit qu'est-ce qu'il y a, quel est le gap par rapport à l'actuelle, votre certification PSC. Donc, il faut mettre en place un système de gestion, procédure, enregistrement. Vous l'avez déjà. Donc, il faut enregistrer, il faut intégrer juste les petits chapitres qui concernent la partie RED 2. Mais la grosse partie qualité, c'est déjà intégré, pas besoin de la redoubler. Identification des entrées-sorties. Donc, pour les premiers points de collecte, identifier la typologie de biomasse. Et pour les résidus et déchets, mettre en place ce système de management et donc d'identification et preuve qu'il s'agit bien de résidus et déchets. Par rapport au DDS, rien ne change parce que c'est déjà en place pour la chaîne de contrôle. Pour les méthodes chaîne de contrôle, il y a eu des changements. Donc, pour vos groupes de produits, plutôt biomasse RED 2, vous devez utiliser ou la séparation physique ou la méthode du bilan massique. Mais si en même temps, vous avez d'autres groupes de produits qui ne sont pas dans le périmètre de la RED 2, parce qu'en même temps, vous faites du négoce, des sièges, de tout autre produit en dehors de la RED 2, vous pouvez continuer, bien sûr, à utiliser votre méthode de pourcentage du système de crédit. Les calculs d'émissions de gaz à effet de serre, ça ne concerne que les centrales à biomasse qui vous demanderont des informations pour calculer la distance et l'information sur la typologie. Et préparation des résultats, donc aucune intégration de PSR 2 en facture en bon de livraison. Il faudra mettre en place cette déclaration en fin du mois à transmettre à votre client. Définir les procédures, former les personnels, tenue des registres, conservation minimum 5 ans, fournir les données bilan massique. Voilà, c'est quelque chose que pour les entreprises déjà certifiées PSC, ils connaissent déjà dans le cadre de la chaîne de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui vous invite à faire aujourd'hui PSC? Préparer un système de gestion, donc implémenter votre système actuel, qui ne sera pas très chronophage. L'audit initial, il peut être fait en même temps que l'audit chaîne de contrôle ou séparé, mais bien utiliser les synergies, ça serait mieux de le faire en même temps. Vous aurez l'auditeur qui se déplace une seule fois. Attention de vérifier avec votre organisme de certification que l'auditeur qui vous est assigné, c'est bien un auditeur qualifié RED 2. OK? Parce que pas tout le monde sera qualifié au niveau des auditeurs. Signer un contrat de certification PSR 2, donc avec l'organisme, obtenir après le certificat, après l'audit, la certification individuelle RED 2, coopérer avec la Commission européenne et les États membres en cas de besoin, assurer la conformité des critères à niveau de durabilité. Bon, s'il y a un niveau B à faire, il faut le faire. Si c'est un niveau A, approvisionnement en France, ça sera très simple, pas grand-chose à faire, juste à prouver que ça vient vraiment de France. Effectuer des calculs de gaz à effet de serre, bon, si vous êtes des énergéticiens, ou fournir des informations sur quelle est la typologie de biomasse et combien de kilomètres, dans quel gap de kilomètres a parcouru la biomasse pour permettre à votre énergéticien, votre client ou le client de votre client de faire ces calculs. Et là, je laisse la parole je vous remercie. Je laisse la parole à Paul-Emmanuel. Oui, donc merci beaucoup Marco. Le challenge était difficile à relever. On a peu de temps, mais on veut vraiment éviter de trop déborder. Donc Marco vous a présenté voilà, le cœur des exigences et les différents cas de figure qu'on peut rencontrer en essayant d'être le plus concret possible par rapport à vos différentes organisations, de manière à ce que vous puissiez vous projeter. Alors, donc la mise en place de RED 2 donc pour une entreprise va générer un coût pour les entreprises
additionnelle par rapport à la chaîne de contrôle PEFC, ce qu'on appelle nous la redevance PEFC RED 2. Pour que ce soit très clair, et ça c'est le cas dans tous les schémas, hein, c'est pas que pour PEFC, cette redevance, elle n'a pas d'autre objet que de nous permettre en tant que PEFC et au niveau de nos collègues de PEFC International de pouvoir continuer à faire vivre le schéma et surtout assurer la reconnaissance par la commission. Puisqu'en fait, on va dire, en arrière-plan, vous avez tout un travail effectivement nécessaire pour maintenir cette reconnaissance. Comme on l'a dit, on va passer de RED 2 à RED 3. Il va y avoir aussi un certain nombre d'éléments à aligner. Donc, tout ça, effectivement, nécessite du temps et de l'expertise. Et donc, c'est vraiment l'objectif de ces redevances. À date, comme je l'ai mis en petit astérisque, ces redevances sont soumises au niveau de notre conseil d'administration de PEFC International, qui est porteur du schéma pour approbation. Donc voilà, les éléments que je vous partage là, ce sont les éléments qui sont encore soumis à validation. Pour autant, il nous paraissait important de pouvoir apporter des éléments de réponse aux questions que vous ne manquerez pas de vous poser sur ce sujet. Donc, alors, première chose, c'est qu'on a cherché au niveau de PEFC à adopter les mêmes modalités en termes de process, de redevance, que les autres schémas déjà reconnus. Donc concrètement, ça va fonctionner de la manière suivante. Donc lors du premier audit RED 2, vous en tant qu'entreprise, partons sur le principe de dire 2025, donc lors d'un premier audit RED 2, vous aurez un montant forfaitaire. Voilà, à ce stade, le montant avancé, c'est 250 € à payer effectivement à PEFC pour la mise en œuvre et la reconnaissance du standard, comme je l'ai évoqué. Et lors des audits suivants, donc à partir de 2026, dans le cas que j'évoquais, on va distinguer deux cas. Les entreprises dites voilà, de taille plus modeste, avec un volume commercialisé de moins de 5000 tonnes par an de biomasse, un montant forfaitaire de 250 €. Et pour les autres entreprises, donc il y aura les modalités de redevance qui seront calculées sur le volume de biomasse PEFC RED 2 commercialisé par an. Voilà, c'est exactement sur ce mode opératoire que fonctionnent les autres standards. Voilà, étant entendu que les deux nota bene sont importants, les redevances annuelles pour les entreprises qui commercialiseront plus de 5000 tonnes par an, voilà, elles ne sont pas encore formellement validées par les instances de PEFC International, donc je ne vous les ai pas communiquées là. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que PEFC, voilà, les montants qu'on vous confirmera très rapidement seront des montants qui seront inférieurs à ceux des autres schémas qui opèrent actuellement en France. Voilà, donc notre objectif, c'est de pouvoir rester de ce point de vue-là compétitif par rapport à ce qui est opéré aujourd'hui sur les autres standards, et que le mode de calcul, comme je dis, sera strictement le même. Donc, de manière à ce que vous, en tant qu'entreprise, vous puissiez, c'est votre libre arbitre, vous faire votre propre opinion et surtout comparer les différents types de redevances entre les différents schémas. Voilà. L'idée, c'est pas de mettre en place notre propre système, c'est plutôt voilà, que vous puissiez avoir les mêmes modes opératoires et ensuite que vous puissiez vous faire votre propre analyse. Cette slide, qui est la slide ou une des deux slides de fin, sur les synthèses des bénéfices de la certification PEFC RED 2. Donc, ça a été un petit peu évoqué en creux dans le webinaire, mais une conformité simplifiée, hein, donc la traduction des exigences RED 2 qui sont quand même souvent assez complexes, comme vous avez pu le voir, en étapes claires et standardisées. Un engagement pour la durabilité, donc améliorer la crédibilité en démontrant le respect des critères RED 2 et une gestion forestière durable. En utilisant le système PEFC RED 2, voilà, utilisable par toute organisation de la chaîne de valeur dans ou hors de l'Union européenne. Une efficacité, une réduction des coûts. Voilà, vous avez des synergies en tant qu'entreprise déjà certifiée PEFC, notamment au niveau du système de management qu'on évoquait, avec la mise en place de RED 2. Donc les synergies, c'est ce qu'on a vraiment, nous, cherché à mettre en avant aussi. Et c'est toute la valeur ajoutée de notre approche, hein, comme on l'a expliqué depuis le début du webinaire, pour aussi des audits qui soient, on va dire, optimisés et une gestion du temps optimisée. Et puis un accès à des matières premières durables, voilà, puisqu'aujourd'hui, on est présent sur un peu plus de 300 millions d'hectares de forêts certifiées. L'expertise de PEFC, c'est 25 ans voilà, d'expertise et d'expérience sur les normes forestières de la certification, donc aussi la valeur ajoutée qu'on peut apporter.
La conformité intégrée, voilà, couvre RED 2 et le RDUE, hein, puisqu'effectivement, en ayant mis en place une chaîne de contrôle PEFC avec le module RDUE qu'on va déployer en 2025, bah, l'entreprise qui est concernée par RED 2 elle va pouvoir bénéficier, on va dire, de cette conformité intégrée. Euh, une vision à long terme un système évolutif qui va garantir une conformité future avec la reconnaissance qu'on a eue technique, la politique qui va suivre très rapidement, comme le disait Lucas tout à l'heure, et puis l'adaptation qu'on va faire notamment à RED 3. Et puis des étapes pratiques, voilà, les guides disponibles en ligne qui vont être mis en ligne, voilà, rapidement. Dans le chat, on a vu voilà, que les éléments étaient en train d'être finis, d'être traduits. Donc tout ça, on reviendra vers vous aussi, puisque vous êtes enregistré pour le webinaire, avec le replay, avec les réponses à toutes les questions, et puis aussi avec ces différents éléments de standard. Donc en résumé, la certification RED 2, c'est une exigence pour les entreprises de la filière bois énergie en Europe. Donc vous avez vu, il y a différents types de situations, de cas, savoir si vous êtes éligible ou pas à la certification RED 2. On a mis en place donc, des standards complémentaires à la chaîne de contrôle, et j'insiste là-dessus, hein, pour permettre voilà, toutes les synergies possibles avec vos entreprises déjà certifiées PEFC ou en voie de l'être, de manière à ce que globalement la démarche soit simple et la plus possible intégrée. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce webinaire avant la fin de l'année? Parce que comme l'a évoqué en introduction Lucas, du ministère de la Transition écologique, jusqu'à présent, il y avait, voilà, et parce que la reconnaissance a mis du temps au niveau de PFC, une sorte de dérogation faite pour les entreprises certifiées PEFC, et que maintenant que la reconnaissance a eu lieu, voilà, toutes les entreprises déjà certifiées PEFC et concernées par RED 2, elles vont pouvoir et elles vont devoir, du reste, se mettre en conformité RED 2 lors de leurs audits de certification PEFC de 2025. Donc, c'est très important que vous puissiez, vous, en fonction de votre situation, disposer, et c'est vraiment ce qu'on souhaitait avant la fin de l'année, de toutes les informations, de manière à ce que vous puissiez ensuite vous rapprocher de votre organisme de certification et d'ores et déjà lui indiquer que vous souhaiteriez voir intégrer dans votre périmètre de certification la composante RED 2 sur l'audit 2025. C'est très important parce qu'effectivement, nous, au niveau de l'équipe PEFC, nous n'avons pas la main sur la disponibilité des auditeurs des organismes de certification. Comme l'a dit Lucas, je crois, en début de réunion, la disponibilité des organismes de certification, elle est relative. Donc, on vous incite vraiment à vous rapprocher de votre organisme de certification, considérant qu'aujourd'hui, la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, des organismes de certification qui opèrent en France ont manifesté non seulement un intérêt, mais nous, tous les échanges qu'on a avec eux, voilà, tous ces organismes de certification vont aller vers RED 2. Donc, vont se faire former au niveau de leurs auditeurs, mettre en place les procédures, etc. Donc, voilà, nous vous incitons à vraiment prendre contact avec les organismes de certification de manière à ce que vous puissiez d'ores et déjà, et eux aussi, programmer ces temps d'audit additionnels. Voilà, même s'il y a des synergies telles qu'on l'évoquait, il y aura forcément des exigences additionnelles, comme vous l'avez vu dans ce webinaire, et donc du temps à passer en plus pour les audits. Et ça, c'est vraiment effectivement à voir avec votre organisme de certification. Voilà, il est 9h59. On n'a pas beaucoup de temps pour prendre effectivement certaines questions. Moi, j'avais relevé une question centrale que je vais peut-être poser à Lucas si vous êtes toujours là, Lucas. Mais je pense que c'est important de rappeler le cadre des contrôles. Lucas, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Ah, je vois Vous pas m'entendez Lucas. bien? Si, Lucas, vous êtes là. C'est bon. Vous Ah, je vous m'entendez? entends pas. Votre micro est coupé. Ah. Ouais, du coup, le temps que vous vous reconnectiez, il y a une question qui nous paraissait importante pour tout le monde, je pense, c'est la question relative à la durabilité, au statut de la durabilité de la biomasse 2024 si le fournisseur n'est que chaîne de contrôle PFC et pas encore RED 2. Voilà, comment est-ce que vous répondriez à cette question
au regard de l'autorité compétente que vous représentez. Est-ce que vous m'entendez bien On maintenant? vous entend pas, Lucas. Ouais. Si, on vous entend. On vous entend. Bien. Ah, Allez-y. si. Ah, ok, très bien. On vous entend, Lucas, On allez-y. entend, on entend. Parfait. Bon, bah, Merci beaucoup. désolé. Peut-être sans casque, ouais. Non, mais on entend. Hein. Ça marchait bien tout à l'heure, mais ça. On entend très J'ai bien, l'impression Lucas. que certains Et m'entendent pendant et que d'autres Lucas non. Est-ce que maintenant c'est mieux? règle le On problème entend bien, technique, Paul-Emmanuel. un point également. Moi, c'est moi qui vous entends plus maintenant. Ah, allez-y, Lucas. Allez-y, Lucas, on vous entend. On va essayer. Est-ce que c'est bon? Oui, très bien. Allez-y. Parfait. Donc, si je comprends bien, la question concernait le cas d'un opérateur qui est certifié PEFC maintenant, mais pas au titre RED 2. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour l'année prochaine? C'est bien ça? Que ce soit bien clair. Et 2024. si- Parfait. Monsieur C'est Emmanuel. bien ça la question. C'est bien ça la question. Je confirme que s'il est certifié PEFC en 2024, pour la fin de l'année, on a une tolérance étant donné que PEFC n'était pas encore reconnu RED 2. Par contre, il faudra que dans la déclaration de durabilité, il y ait mention d'une date d'audit PEFC RED en 2025, avec le volet RED cette fois-ci. Par contre, évidemment, si vous êtes dans le cas où vous êtes certifié PEFC avec le volet RED dès maintenant, depuis la reconnaissance technique, donc sur la fin de l'année, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'audits qui ont été réalisés dans ce cas-là, mais là, tout est bon. Dans ce cas-là, dès la reconnaissance technique, le volet RED PEFC, c'est bon au niveau de l'État. Par contre, si vous êtes reconnu PEFC, je ne sais pas, si vous avez été certifié PEFC en avril 2024, bah, du coup, pour la déclaration 2025, on considère que c'est OK. Par contre, il faudra mentionner une date d'audit au premier semestre 2025 qui comprenne le volet RED. Voilà, j'espère que c'est clair pour les différents cas. Et que c'est bien en accord avec ce qu'on s'était dit, Paul-Emmanuel. N'hésite pas à compléter si jamais. Excusez-moi, mais c'est pas très clair. OK, alors je le reprends. Donc, c'est-à-dire dans la déclaration de durabilité en début d'année 2025, qui est faite au titre des approvisionnements 2024, si vous avez été certifié PEFC sans volet RED en 2024, on considère que c'est quand même bon. Par contre, vous allez devoir indiquer une date d'audit avec le volet RED qui est prévue pour le premier semestre 2025. Quand vous dites Parfait. que c'est bon, ça veut dire que la biomasse livrée en 2024 sera considérée comme étant durable. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'était effectivement le fond de la question, c'est le statut de la biomasse au regard de la durabilité, considérant que par ailleurs, le fournisseur n'était que chaîne de contrôle PEFC et pas encore RED 2. Oui, tout à fait. On considère que c'est durable. Par contre, il faut que le fournisseur ait prévu une date d'audit au premier semestre 2025. Voilà. Mais effectivement, pour 2024, elle est durable. On est bien d'accord que c'est valable uniquement si aujourd'hui ce qu'on va livrer à la chaufferie est bien couvert par le périmètre de certification de PEFC. Oui, Si tout à en même fait. temps je fais des sillages et que je fais des connexes, mes connexes ne sont pas aujourd'hui dans mon périmètre PEFC, je ne pourrais pas considérer qu'aujourd'hui, même en faisant cette autodéclaration en début d'année, que j'ai pris un engagement pour me faire auditer d'ici le mois de juin, soit bien durable si c'est pas couvert par PEFC. On est d'accord. Oui, si je comprends bien ce que vous avez Oui, dit. Oui, la tout à fait, question n'est peut-être pas forcément très claire, mais oui, oui. Donc, ça marche que si vos produits que vous vendez à vos chaufferies sont couverts actuellement par votre certificat PEFC. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le cas de PEFC qu'on traite uniquement. Oui, non, mais pour les autres schémas volontaires, voilà, cette dérogation ne s'applique pas. qu'on C'était ça la soit clair question. et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise au mois de juin, quoi. C'est ça l'idée. Très bien, merci Lucas. Donc, comme je l'évoquais également, la majorité des éléments qu'on vous a présentés sont rattachés à RED 2. Hein. Donc, comme vous l'avez compris, RED 3 va amener un certain nombre d'évolutions, mais quelque part, en étant certifié PEFC RED 2, vous aurez accès à toutes ces évolutions-là et ça se fera, on va dire, en douceur quelque part, au fur et à mesure que RED 3 va être mis en œuvre et que la directive sera transposée au niveau français et mise en œuvre. Peut-être juste un petit mot aussi, j'ai vu dans les questions, il y avait un aspect sur la Guyane. Lucas, vous nous confirmez que le statut
centrales en Guyane, et elles sont soumises exactement aux mêmes exigences que celles qu'on a pu évoquer lors de ce webinaire. Alors avec la précision près que en Guyane, il y a un décret qui a été pris en décembre 2023 fixant des dispositifs dérogatoires spécifiques aux Outre-mer et avec certaines spécificités particulières pour la Guyane. Donc je vous renvoie vers le décret, mais tous les critères de durabilité ne s'appliquent pas en Guyane. Ok, donc on cherchera aussi, Nathalie, voilà, à vous amener les éléments de clarification en référence à ce décret également. On va pas forcément prendre plus de temps là, parce qu'effectivement, je vois qu'il est déjà 10h06 et un certain nombre de personnes sont parties. Encore une fois, et de nature à vous rassurer, on cherchera véritablement à répondre à toutes les questions dès lors qu'elles ne sont pas en doublon, bien sûr, qui sont sorties dans le cadre du chat. C'est important. On est conscient aussi qu'il y a certainement beaucoup de questions qui se posent en complément du webinaire, parce que vous avez tous des cas un petit peu particuliers. Voilà. Pour nous aussi, au niveau de PFC, c'est un processus qui est nouveau. Donc voilà, normalement, on a les réponses à la majorité de vos questions. Si ce n'est pas le cas, on fera en sorte de les avoir de manière à ce que chacun d'entre vous, vous soyez tout à fait à l'aise dans la mise en œuvre de cette nouvelle directive et que vous sachiez voilà, qu'est-ce que vous devez mettre en place. Donc, en récapitulant, déjà, on voulait vous remercier tous pour votre présence, remercier Lucas, Marco, Geoffroy aussi pour les interventions. Votre présence aujourd'hui, voilà, nombreuse, marque aussi tout l'intérêt que vous avez tous par rapport à ce nouveau standard PEFC RED 2. Voilà, avec toutes les synergies qu'on a cherché à mettre en place, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et donc, on reviendra vers vous avant les fêtes de fin d'année avec le replay du webinaire, avec également voilà, les réponses à la grande majorité des questions, en tout cas autant qu'on pourra, que vous nous avez posées dans le cadre du chat. Et puis, voilà, en fonction de ces éléments-là aussi, on se réservera la possibilité en 2025 de pouvoir, pourquoi pas aussi, et en fonction des questions qui subsisteront, de pouvoir peut-être organiser une nouvelle session. Et on vous adressera également, bien évidemment, tous les guides et les exigences associées dont sont issus les slides que vous avez vus aujourd'hui, dès qu'elles seront complètement traduites voilà, en français. Et elles seront également transmises, bien sûr, aux organismes de certification. Voilà, donc encore un grand merci à tous et on vous souhaite une bonne journée. Et donc, on revient vers vous avec tous ces éléments d'ici les fêtes de fin d'année. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.